Bien, bonjour à toutes et à tous. J'avais commencé la dernière fois le chapitre 3 consacré, disons, à une étude de la représentation de la sémantique dans différents manuels universitaires. Et nous avions commencé à aborder ce chapitre à partir d'un examen rapide de l'œuvre majeure de Bréal, qui est donc l'essai de sémantique. Hier, j'y ai pensé un peu tard, mais hier j'ai mis en ligne sur le site du cours, à la date du dernier cours avant les vacances, le livre de Bréal, en réalité, qu'on trouve sur Gallica en version PDF. Donc pour ceux d'entre vous qui ont la curiosité d'en savoir plus, vous avez accès à l'intégralité du texte à partir du lien que j'ai mis sur le site du cours. Donc je rappelle simplement rapidement ce que nous avions vu au sujet de Bréal, c'est que d'une part, c'est à lui qu'on doit le terme de sémantique, ce qui ne signifie pas pour autant que la sémantique telle qu'il la concevait est ce que l'on entend aujourd'hui par sémantique, que sa perspective est évolutionniste au sens où il s'intéresse de la même manière que la phonétique s'intéresse à l'évolution des phonèmes et au changement phonétique. La sémantique pour lui a d'abord une dimension diachronique, évolutive, historique, qui est donc l'étude des changements de sens et des lois de changement de sens. On peut considérer, en faisant un petit peu une anachronie, mais qu'il est précurseur d'une approche, disons, cognitive, puisqu'il s'agit pour lui de lois de l'esprit, lorsqu'il traite de ces lois de sémantique, de ces lois de la sémantique comme la loi de polysémie ou la loi de répartition. On note évidemment, et lui-même le note également, que la sémantique est d'apparition plutôt tardive, c'est-à-dire que à l'époque où Bréal écrit et où il introduit ce terme dans la réflexion linguistique, la morphologie, la phonologie sont déjà, la phonétique tout au moins, sont déjà constituées. Et puis, je rappelle ce passage qui est la moitié de la citation que j'avais donnée la dernière fois, extraite du livre que Irène Tamba a consacré pour la collection Que sais-je à la sémantique, dans lequel elle indique elle rappelle que l'idée directrice de Bréal était bien de dire que les mots, forme et sens mènent une existence qui leur est propre et qu'il appartient à la linguistique comparée d'établir les lois de l'évolution de la signification des mots comme elle le fait pour la signification, pour l'évolution phonétique. Bien. Alors, j'avais tout juste commencé à aborder quelques manuels universitaires français, et donc nous avions commencé à jeter un coup d'œil sur la table des matières de cet ouvrage que vous avez pu voir en librairie ou en bibliothèque, de Christian Touratier. Je ne sais pas si depuis 2010 il y a eu une nouvelle édition, mais là je me suis fondé sur la seconde édition de 2010. Donc, j'avais remarqué déjà que, outre la première partie générale qui traite donc de définition élémentaire sur les notions de sémantique, de signification, etc., on remarque tout de même que dans les définitions initiales, je le rappelle, je l'avais déjà noté, la notion de dictionnaire, la distinction de la lexicographie, de la lexicologie apparaît donc comme quelque chose qui est un point de vue, donc dans la mesure où cet aspect de l'analyse du sens via la lexicologie ou la lexicographie apparaît dès cette première partie sur les définitions liminaires, on a tout de même l'impression que cette façon d'appréhender le sens à partir de l'étude des dictionnaires est privilégiée dans cette analyse. Bon. Je m'étais arrêté sur ce point-là, sur la question de la sémantique structurale,
Et donc, c'est ce que je vais commencer par faire tout de suite, c'est d'expliquer rapidement, parce qu'au fond, cette sémantique structurale, elle est beaucoup commentée dans les manuels, mais elle n'a pas donné, disons, de résultats très intéressants dans la recherche linguistique. Au fond, ce qu'on appelle la sémantique structurale et qui occupe ici, vous voyez, une place importante, puisqu'elle occupe le deuxième et le troisième chapitre du livre. Cette sémantique structurale, elle n'est plus vraiment, tout au moins dans la définition généralement adoptée, elle n'est plus vraiment, elle ne fait plus partie de l'actualité de la recherche. Hein. C'est une méthode d'analyse sémantique qui a été, disons, tentée à un moment donné, dans les années 60-70, mais qui, au fond, n'a pas donné les résultats escomptés. Alors, cette analyse relevant de la sémantique structurale, c'est celle qui est à l'origine de tableaux de ce type-là. Vous voyez, là, c'est un exemple très célèbre qui est reproduit dans pratiquement tous les manuels de sémantique et tout ouvrage un peu général qui traite de sémantique en langue française cite à un moment donné, pratiquement tous, cet exemple que vous avez dû voir passer dans vos études, peut-être en première et deuxième année. Donc l'exemple des noms de sièges et de l'analyse sémantique des noms de sièges. Alors, avant de donner quelques détails sur ce type d'analyse, je rappelle tout de même qu'elle est inspirée de l'analyse phonologique en traits qu'on trouve sous une formulation comme celle-ci ou comme celle-là, chez Jacobson notamment, Font, Hall, etc. Alors, ce type d'analyse là, en revanche, reste tout à fait pertinente et utile en phonologie pour distinguer les phonèmes les uns par rapport aux autres. Bon, comment on lit ce type de tableau? Vous avez en haut du tableau la liste, enfin l'ensemble des phonèmes. Bon, ce truc ne marche pas très bien. L'ensemble des phonèmes tout en haut là. Et puis à gauche en colonne une liste de traits. Donc sonante, syllabique, consonne, etc. Alors par exemple, si on regarde le trait nasal, NAS, qui est ici, on voit bien qu'il est négatif pour toutes sortes de phonèmes, il est positif pour M, N et N. Donc ça signifie que le trait nasal est réalisé par exemple dans le phonème M, mais qu'il ne l'est pas dans d'autres phonèmes. De même, le trait voix, donc qui indique si le phonème est voisé ou non, c'est-à-dire s'il y a une vibration des cordes vocales ou pas, ce trait est réalisé dans certains phonèmes, mais pas d'autres. C'est ce qui va opposer, quand vous regardez bien, vous voyez, le P et le B, ils sont quasiment identiques, hein, ils sont consonantiques, ils sont antérieurs, et le seul trait qui les distingue, c'est la voix. C'est-à-dire que le B, c'est la même chose que le P, avec cette simple différence qu'il y a dans le B une sonorisation, c'est-à-dire une vibration des cordes vocales, si on veut. Hein. Mais sinon, c'est le même phonème. Donc, cette notion de trait distinctif est très importante parce qu'elle caractérise, si vous voulez, le champ de la phonologie par opposition à celui de la phonétique. Hein. Et ce type d'analyse en phonologie est important également parce que c'est une illustration exemplaire de la théorie saussurienne de la valeur. Cette idée que les entités linguistiques se caractérisent non pas par des traits positifs, mais par des oppositions. Ce qui compte, c'est qu'on ait un système de traits dans lequel
il y a au moins une différence entre chacun des phonèmes. Donc une liste de traits, plus ou moins, selon que le trait est réalisé ou pas. Ça marche très bien en phonologie. Et c'est ce type d'analyse qu'on a voulu transposer en sémantique en se disant que cela donnait une dimension scientifique, rigoureuse à l'analyse du sens. Alors on a de la même manière, vous voyez, sauf qu'ici les choses sont disposées dans le sens inverse, les traits ici sont présentés de manière horizontale, pour s'asseoir, matériau rigide, pour une personne, sur pied, avec dossier, avec bras. Ce sont les traits, et puis là, les différents lexèmes, les différentes unités lexicales, qui vont s'opposer en fonction, disons, enfin, qui vont s'opposer par le fait qu'ils possèdent ou non tel ou tel trait. Alors, il y a une toute petite différence entre ces deux présentations. Vous voyez qu'ici, on a le terme siège, qui est en fait le terme générique, donc qu'on appelle l'hyperonyme, le terme le plus général, qui subsume tous les autres, hein, c'est-à-dire chaise, fauteuil, tabouret, canapé, pouf, sont tous des sièges. Donc sa représentation en forme de trait, c'est que évidemment il respecte ce sème pour s'asseoir, et il est neutre. Donc là, ici, vous voyez, un 0, c'est ni un plus ni un moins. Enfin, ici, on a des croix au lieu d'avoir des plus, mais peu importe. Mais le siège peut être aussi bien sur pied que sans pied, pour une personne ou plusieurs personnes, etc. etc. Donc ici, on ajoute donc c'est déjà une première différence avec les tableaux d'analyse phonologique. On a là besoin d'une façon de noter l'indifférence à l'égard des traits, pour rendre compte des termes très généraux. Alors, ces traits se nomment des sèmes, vous voyez, sème 1, sème 2, sème 3, sème 4, sème 5, sème 6. C'est une sorte de décomposition de la signification en unités minimales. Une décomposition de la signification en unités minimales. Le sème 1 a un statut évidemment différent des autres. Il ne sert à rien, d'une certaine façon, c'est puisque il est valable pour toutes les unités lexicales. Alors, il ne sert à rien en termes d'opposition des unités lexicales les unes aux autres, puisque le trait est positif pour tous les mots. Mais il sert tout de même à quelque chose, puisque c'est ce trait qui permet de dire que tous ces mots appartiennent au même champ lexical. Hein, les sièges, bon, pour s'asseoir. Si on observe maintenant les différents sèmes et qu'on compare les formules sémiques, il y a une chose à remarquer qui souvent n'est pas mentionnée dans les manuels qui présentent ce tableau, c'est qu'en réalité, il y a un des sèmes ici qui est inutile, en fait, qui a été, puisque cette analyse est due à Bernard Potier, il y a un sème inutile qui a été introduit pour dire qu'il est inutile et donc pour qu'on puisse le retirer et bien faire comprendre la notion de sème. Alors, est-ce que vous voyez lequel, d'ailleurs il y a deux réponses à cette question, hein, lequel de ces sèmes est inutile? Mademoiselle, si vous avez vos textos à faire, vous n'êtes pas obligé de venir, hein, vous pouvez suivre le cours sur Internet. C'est simplement que de vous voir faire, ça me déconcentre complètement, donc pour ça que je me permets de vous le signaler. Alors, donc, vous ne le voyez pas, quand vous regardez, vous voyez, il y a cette colonne-là, matériaux rigides,
et la colonne sur pied ont exactement la même distribution de plus et de moins. Hein. Matériau rigide permet de distinguer le pouf de tous les autres sièges, mais sur pied également. Hein, puisque, en fait, le pouf n'a pas de pied, alors que tous les autres en ont. Et puis le pouf n'est pas fait en matériau rigide, c'est-à-dire que c'est mou. Et donc, ces deux traits sont en fait complètement redondants. Donc en réalité, enfin, ce que Pothier a voulu signifier en faisant cette erreur, en fait c'est une erreur volontaire dans l'analyse sémique, c'est pour montrer que ce qui est important, ça n'est pas la description. C'est-à-dire que si je veux distinguer le pouf comme type de siège de tous les autres types de sièges, il faut que je le distingue par un trait, un seul. Mais ce trait, je le choisis d'une manière totalement arbitraire. Ce ne sont pas des traits descriptifs. Il est vrai que le pouf comme siège, il est à la fois sans pied et mou. Bon, c'est-à-dire il n'est pas fait en matériau rigide. Mais l'analyse sémique n'est pas faite pour décrire, n'est pas faite pour donner des éléments descriptifs de ce que sont les sièges dans la réalité. L'analyse sémique, elle est faite comme l'analyse phonologique, uniquement pour avoir un réseau d'opposition. Donc je choisis l'un des deux. Peu importe, soit matériau rigide, soit sur pied. Mais un des deux est inutile. Bon, si on élimine aussi pour s'asseoir qui ne sert comme sème qu'à caractériser l'ensemble du champ lexical, eh bien, il me reste pour ces 5 mots chaise, fauteuil, tabouret, canapé, pouf, il me reste, vous voyez, 1, 2, 3, 4 traits pour les opposer. Pour une personne, sur pied, avec dossier, avec bras. Et si vous regardez attentivement, vous voyez qu'il n'y a pas une seule formule ici qui est équivalente. Ici, on a plus, moins, plus, moins, moins, plus, 0, plus, moins. On a à chaque fois des formules différentes. Donc, tous les sièges sont bien distingués. Et on n'a pas 2 colonnes identiques. D'accord ? Donc, pour 5 unités lexicales, j'ai besoin de 4 sèmes. Et ça, c'est une règle générale. Si j'ai n unités lexicales, j'ai besoin de n-1 sèmes pour les décrire, puisque ce sont des oppositions qui doivent, les traits doivent être choisis pour être complètement oppositifs. Si j'ajoute un sème, il sera forcément redondant. Bien. Alors, en termes de vocabulaire, on peut introduire les 3 termes suivants. La notion de sémanthème. Alors, le sémanthème, c'est l'ensemble des sèmes spécifiques. Donc, par exemple, le sémanthème de fauteuil. Bon, si j'inclus le sème générique ici, hein, pour s'asseoir, on l'appelle le sème générique, puisqu'il est valable pour tous. Pour fauteuil, le sémème va être pour s'asseoir, matériau rigide, pour une personne, avec dossier, avec bras. Hein. C'est l'ensemble des sèmes, tout simplement, mais des sèmes spécifiques. Le classème, c'est l'ensemble des sèmes génériques. Donc, dans le cas des sièges, c'est uniquement pour s'asseoir. Il y a un sème générique. Et puis, ce que Pothier appelle le virtuème, ce sont des sèmes virtuels, c'est-à-dire qui peuvent être éventuellement connotatifs, qui ne sont pas obligatoires pour distinguer les mots entre eux, mais qui apportent une information supplémentaire. Par exemple, l'idée que dans le cas de fauteuil, on peut avoir l'idée que ça peut être pour se reposer. Hein, ça peut être un sème virtuel. Bien. Donc, on ajoute aussi les notions d'hyperonyme et d'hyponyme,
puisque ici, donc, siège, je l'ai dit tout à l'heure, est un hyperonyme, donc un terme général, et chaise, fauteuil, tabouret, etc. sont des hyponymes par rapport à cet hyperonyme. Oui ? Je n'ai pas compris bien, qu'est-ce que c'est le SEM générique? Le SEM générique, c'est le SEM qui est valable pour tout, pour tous. Donc, ici, c'est pour s'asseoir, qui est le SEM pour lequel tous les mots sont positifs. Bon, mais d'une manière générale, on le présente comme un ensemble, parce que dans certains cas, on peut en donner plusieurs de SEM génériques. Alors, cela vous permet de comprendre que ce troisième chapitre, intitulé toujours dans le manuel de Touratier, Fonctionnement et utilisation du SEMEM, s'inscrit toujours dans le cadre de l'analyse structurale. Hein. Bon, donc, première caractéristique de ce manuel, il s'inscrit dans la perspective de l'analyse structurale. L'analyse structurale ne se réduit pas à cela, mais est, disons, typiquement illustrée par ces tableaux d'analyse sémique, mais tableaux d'analyse sémique qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ne sont plus des modes d'analyse qui sont pratiqués dans la recherche contemporaine en sémantique. Parce que, au fond, on a beaucoup de mal, même si l'idée est d'avoir une description dans la perspective de la théorie de la valeur, de présenter les unités lexicales par des réseaux d'opposition les unes aux autres. En réalité, ce type de description est très pauvre, ne permet pas disons, d'entrer dans une analyse sémantique approfondie, et par ailleurs, elle a du mal à se distinguer quand même d'une analyse descriptive. Bon, donc, ça signifie deux choses. Non seulement que cette approche de la sémantique disons, est intéressante dans la mesure où elle fait partie de l'histoire de la discipline, de l'histoire de la sémantique, mais aussi peut-être parce que elle montre aussi que les approches sémantiques dérivées de la théorie de la valeur saussurienne, c'est-à-dire qui cherchent à être vraiment dans le système de la langue avec des réseaux d'opposition sur le modèle, on l'a vu, de la phonologie, eh bien, ça marche bien avec la phonologie, mais au fond, ça n'est pas une ressource très efficace en sémantique. Donc il n'est pas sûr que, enfin en tout cas jusqu'à présent, on n'a pas tellement d'arguments pour dire qu'une sémantique saussurienne, une sémantique d'inspiration saussurienne, serait d'une grande efficacité. Bien, alors voyons un peu la suite, le reste de ce livre. Vous avez une partie qu'on va trouver dans tous les manuels sur les relations de sens. Homonymie, polysémie, synonymie, antonymie, vous voyez toutes sortes de notions sur lesquelles je reviendrai, mais disons grosso modo l'homonymie, c'est lorsque vous avez donc deux sens, deux signifiés complètement différents qui n'ont aucun rapport entre eux pour un même signifiant. Par exemple, le mot avocat qui peut signifier homme de loi ou bien le fruit, l'avocat qu'on mange. Bon, ça c'est une structure, enfin c'est un type de relation entre signifié et signifiant. On a un signifié pour deux signifiants qui n'ont rien à voir. En revanche, avec la polysémie, on a un signifié pour deux signifiants qui ont des points communs. Bon, on verra des exemples, mais je ne sais pas moi, si vous prenez le mot bouton, vous avez le bouton au sens du bouton de rose, le bouton au sens dermatologique, le bouton au sens de bouton sur le vêtement, le bouton sur lequel vous appuyez pour déclencher un appareil. Tous ces sens du mot bouton sont différents, mais ils sont liés. Parce qu'à chaque fois, c'est un petit objet rond, en général. Donc, c'est ce qu'on appelle la polysémie. On y reviendra. L'antonymie, c'est l'opposition entre des mots de sens contraire. Et puis, la polysémie, c'est assez complexe. On peut analyser toutes sortes de choses. Bon. Que devient dans tout cela le SEMEM? Bon, on ne va pas répondre à la question, mais en gros,
on se rend compte qu'il ne sert plus à grand-chose. Hein. Mais en tout cas, ces notions-là, homonymes, toutes les relations de sens entre les configurations, les structurations, les rapports entre signifiant, signifié, font régulièrement partie de la sémantique. Et faire de la sémantique, c'est quand même avoir une idée assez précise de ce que signifie polysémie, homonymie, synonymie, etc. Hein, synonymie, j'en ai pas parlé parce que tout le monde connaît, hein, c'est l'équivalence de sens entre deux mots, entre deux signifiants distincts. Alors, ensuite, vous avez des chapitres qui se caractérisent par une focalisation sur tel ou tel type de mots. Alors, vous avez une distinction entre la sémantique du verbe, la sémantique du nom et du syntagme nominal, la sémantique de la phrase, et ça continue avec la sémantique de l'énoncé et la sémantique du texte. Alors, quand vous regardez un petit peu la sémantique du verbe, vous voyez qu'il est question de problèmes de valence, c'est-à-dire la structure du groupe verbal, les compléments, etc. Tout ça joue un rôle dans la construction du sens. Et puis, la sémantique du nom et du groupe nominal, comment l'adjectif et le déterminant peuvent éventuellement, disons, comment ils interviennent pour modifier le sens du groupe nominal à partir du sens d'un nom déterminé. Donc, au fond, lorsque j'ai essayé de vous montrer que l'analyse du mot lexical était différente de l'analyse du mot grammatical, de l'analyse de la phrase, etc., enfin du sens plutôt, que le concept de sens appliqué au mot lexical, au mot grammatical, aux phrases, au texte, était différent. Dans le cas du mot lexical, on pourrait même aller plus loin, on pourrait peut-être montrer que est-ce que l'analyse du sens du verbe est du même ordre que l'analyse du sens du nom ou du groupe nominal. Donc là, la question de savoir s'il y a une différence fondamentale entre le concept de sens tel qu'il est mobilisé dans l'analyse sémantique du verbe ou du groupe verbal et puis l'analyse sémantique du nom ou du groupe nominal, c'est une question qui reste ouverte. La question qu'on a déjà réglée, c'est de dire que de toute façon, l'analyse de tout cela, du verbe ou du nom, c'est distinct de l'analyse de la phrase, du texte, etc. Alors, vous avez enfin une partie supplémentaire sur les rapports avec l'informatique, ce qui est évidemment tout à fait intéressant aujourd'hui, hein, et d'ailleurs vous savez que ici à la Sorbonne, vous pouvez faire un master en linguistique informatique. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui en intelligence artificielle qui requièrent des connaissances linguistiques et on a besoin de linguistes qui se spécialisent en informatique. Mais je passe sur ce point. Et puis vous avez un certain nombre d'encadrés, donc des petits points de détail. Je note simplement, parce qu'on va voir que ça apparaît différemment dans un autre manuel, que vous avez un petit encadré sur la théorie du prototype. Mais que la théorie du prototype n'apparaît pas du tout dans le plan du texte, dans le plan du livre. Hein. Alors, comparons maintenant à un autre manuel très bien diffusé aussi en France, qui est le manuel de Mignot et Bellon, Initiation à la sémantique du langage. Vous voyez que ce sont des manuels comparables, 255 pages. Ah ben, je n'ai pas noté pour tout ratier, mais si on voit là, vous voyez, c'est à peu près la même chose, hein, puisque la dernière partie est à la page 267, donc voilà, entre 250 et 300 pages. L'ouvrage a été, la dernière édition que j'ai utilisée, c'est 2005, mais là aussi, il y a sans doute eu chez Armand Collin de nouvelles éditions. Alors voici le plan en plus résumé. Hein. Je n'ai pas donné les sous-parties. Donc vous avez aussi, comme dans tous les manuels, une partie initiale sur les notions fondamentales. Hein. Communication, sens, signe, référent, sens. Une partie sur la distinction entre sens référentiel et sens énonciatif,
Alors, là, c'est une distinction, j'y reviendrai, mais sur qui repose sur la prise en compte de la dimension de l'énoncé. C'est-à-dire, vous avez la phrase qui est une structure, disons, qu'on peut considérer comme hors emploi. Une structure, une phrase, vous pouvez analyser son sens en dehors de son emploi dans une situation particulière. Elle n'est pas encore un énoncé, elle est une phrase. Il y a une sémantique de la phrase hors emploi. Et puis il y a la phrase employée dans un certain contexte par une certaine personne, donc à un moment donné, etc. Où là, d'autres paramètres interviennent, les déictiques, etc., pour rendre compte du sens de l'énoncé. Donc la phrase, donc c'est cette distinction entre le plan de la phrase et le plan de l'énoncé. Alors on verra que certains auteurs utilisent la distinction entre sens et signification pour parler de la sémantique de la phrase ou de la sémantique de l'énoncé. J'y reviendrai plus tard. Ensuite, donc, il y a puisque la distinction entre sens et référence est introduite, il y a une distinction ici, un chapitre, consacré aux unités significatives qui ont une référence. Donc, morphème, mot, substantif, anaphorique et déictique. Donc, justement, les déictiques sont ces mots dont je parlais il y a un instant au sujet de la dimension énonciative, qui s'interprètent dans une certaine situation d'énonciation. Ensuite, une partie sur la description sémantique traditionnelle du mot. Comment classer, vous voyez, dans le chapitre précédent, on avait aussi comment classer les mots. Donc, il y a quand même, vous voyez, un privilège du niveau du mot, ici. Description sémantique traditionnelle du mot, donc le sens dans les dictionnaires, l'unité du mot, avec les notions de polysémie, métaphore, métonymie, synecdoque, qui n'apparaissaient pas dans directement dans le plan ici de Touratier, mais qui sont traités dans les emplois rhétoriques ici. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez là la polysémie dans cette partie, et dans la partie suivante, relation paradigmatique de sens entre mots, vous retrouvez les notions d'homonymie, polysémie, etc. Famille de mots. Le 7e chapitre, seulement, la dimension théorique apparaît plus tard, où vous avez une distinction entre analyse sémique et sémantique du prototype. Alors, vous voyez que là, à la différence du cas précédent, où une grande importance était donnée à l'analyse sémique et à la sémantique structurale, ici, l'analyse sémique apparaît comme une approche théorique qu'on oppose à la sémantique du prototype, qui est en fait là une approche cognitive. Sémantique du prototype, je vous le rappelle, qui n'apparaissait que ici dans un petit encadré, donc qui est perçu comme, disons, à laquelle on accorde beaucoup moins d'importance chez Touratier. Ensuite, vous avez tout un chapitre qui n'apparaît pas du tout chez Touratier, qui porte sur la combinatoire, c'est-à-dire sur les questions d'idiomaticité. Vous savez, on en a déjà un petit peu parlé dans le cours, mais là aussi, on y reviendra en détail. C'est cette idée que certaines structures linguistiques ne sont pas compositionnelles. Il y a des formules toutes faites, des expressions figées, dont on ne peut pas rendre compte au moyen simplement de la propriété de compositionnalité. Donc c'est cette question-là qui est examinée dans ce chapitre. Et là aussi, dans les perspectives cognitives, c'est un sujet d'importance. Bon, le sens implicite, la question, disons, pragmatique des actes illocutoires, énoncés vers performatifs, la notion d'interaction,
Sens et analyse du discours, le rapport de l'analyse sémantique avec l'analyse de discours, et puis un chapitre sur la diachronie, l'évolution du sens, qui là aussi était absente chez Turati. Alors, si on compare les deux manuels, donc on voit qu'il y a des notions fondamentales qui apparaissent dans les deux. Les notions, il y a une petite réflexion sur sens, signification, la notion de lexicographie, la notion même de sémantique d'ailleurs. Et puis on remarque tout de même que dans le livre de Bellon et Mignot, il y a une importance sur un accent qui est mis sur la distinction entre sens et référence, sens énonciatif. Donc il y a une problématisation de la question générale de la signification. Pour les cadres théoriques, on l'a vu, c'est la sémantique structurale dans Turatier, ce qui apparaît bien dans les deux chapitres 2 et 3. Et puis il y a une orientation plutôt cognitive dans Bellon et Mignot. Alors ça n'apparaît pas vraiment dans ce que je vous ai montré, mais vous allez voir dans la conclusion qu'ils donnent à leur ouvrage, la chose apparaît d'une manière beaucoup plus nette. Donc il y a une orientation plutôt cognitive, mais ils rendent compte également, bien sûr, puisque cela fait partie de l'histoire, de l'analyse sémique. Dans tous les cas, on a donc des parties consacrées aux relations de signification, homonymie, polysémie, antonymie, et puis aux différentes unités de signification. Le niveau du mot, avec cette distinction entre sémantique du nom, sémantique du verbe dans Turatier, distinction entre anaphorique et déictique chez Bellon-Mignot, les structures idiomatiques qui sont vues seulement chez Bellon-Mignot, phrase qui n'est pris en charge que dans le manuel de Turatier, énoncé qui apparaît chez Turatier clairement, mais qui apparaît d'une manière, disons, moins nette, mais qui est quand même traité dans les chapitres sur le sens implicite, sur signifier les actes illocutoires, sens et interaction chez Bellon-Mignot, et puis textes et discours qui sont traités tous les deux dans les deux manuels. Et puis vous avez des compléments, donc une partie sur les relations entre sémantique et diachronie chez Bellon-Mignot, une partie sur sémantique et informatique chez Turatier, et puis donc une conclusion vraiment. Il n'y a pas vraiment de conclusion dans le livre de Turatier. C'est un manuel, il se termine avec le dernier chapitre. Alors que dans le manuel de Bellon et Mignot, il y a quand même une conclusion qui est problématisée, qui montre quand même que là, il y a une sorte de réflexion sur le sens un peu plus assumée. Bon, avant d'arriver à cette conclusion, vous voyez qu'une simple comparaison, même assez rapide, de ces deux manuels montre que, à part quelques points d'ancrage qu'on retrouve partout, polysémie, homonymie, définition générale du sens, etc., il y a quand même de grandes différences d'un manuel à l'autre. Ce sont des manuels quand même relativement récents, et cela tente quand même à confirmer l'idée que on n'a toujours pas une image très précise, très bien définie de ce qui entre dans le champ de la sémantique. Ouais, les manuels de grammaire sont beaucoup plus homogènes finalement. Un détail, là je vois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a oublié un téléphone portable? Ah non, c'est à vous, d'accord. Ah oui, c'est pour enregistrer, d'accord. Non, vous savez que les enregistrements sont sur le site. Ah oui, oui, alors vous devez débarquer de fraîche date, mais en fait, il y a un site internet du cours dans lequel il y a tous les PowerPoint et l'enregistrement du cours. Donc vous n'êtes pas obligé d'enregistrer par vous-même. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, voici la conclusion telle qu'elle apparaît, la conclusion dans le deuxième manuel, donc Bellon et Mignot. Je cite ce passage. Le sens ne se réduit pas à un donné, même intériorisé dans le cerveau et stocké dans la mémoire. Il n'existe que grâce à un processus psychologique. Donc, vous voyez qu'ici, le concept de sens est appréhendé
dans une perspective cognitive, psychologique cognitive. Processus psychologique qui est à chaque fois origine et résultat de l'activité langagière. Ce processus a lieu chaque fois que quelqu'un dit ou rédige un énoncé, mais aussi chaque fois que quelqu'un l'interprète, c'est-à-dire lui attribue un sens. Donc ce processus psychologique en quoi consiste qui fait l'existence du sens, existe, est mobilisé aussi bien dans la production que dans la compréhension du sens. Dans ces conditions, les progrès futurs de la science sémantique sont à coup sûr liés à ceux de la psychologie, plus précisément de la psycholinguistique, même si pour le moment, sémantique, linguistique et psychologie demeurent deux disciplines encore bien distinctes. Alors, bien sûr, si on commence à dire que l'analyse du sens, que les processus sémantiques sont en réalité des processus psychologiques, on va dire, à ce moment-là, l'analyse du sens, ça concerne non pas le linguiste, mais ça concerne le psychologue. Bon, alors ça n'est pas le cas, bien sûr, parce que les psychologues ont d'autres préoccupations. Bon, il existe, bien sûr, ce domaine qu'on appelle la psycholinguistique, mais qui ne requiert pas vraiment de connaissances linguistiques approfondies, qui sont simplement des études psychologiques qui prennent le langage pour objet, certains aspects du langage. Mais cette dimension d'une analyse du sens reliée à des hypothèses sur des processus cognitifs, elle appartient plutôt à la linguistique, mais à une orientation de la linguistique qui est la linguistique cognitive. Alors, vous avez ensuite, je ne vais pas tellement le commenter, mais dans cette partie, dans cette conclusion de l'ouvrage intitulé Considération finale, vous avez toutes sortes de développements sur un certain nombre de notions, une critique de ce qu'on appelle la métaphore du conduit. Alors, la métaphore du conduit, c'est l'idée que la communication par le langage serait réductible à une sorte de conduit, donc comme un tuyau, si vous voulez. On met des informations au début et on les transmet à l'arrivée à quelqu'un d'autre. Bon. Alors, cette métaphore est évidemment critiquable dans la mesure où les interactions verbales sont très rarement de ce type-là, c'est-à-dire que en général, le locuteur tient compte de l'allocuteur dans sa formulation, dans ses réactions verbales, etc., etc. Mais je le cite simplement parce que cette critique, elle est caractéristique de l'orientation par les linguistiques, de l'orientation cognitive de la recherche linguistique. On la trouve dans des textes des années 80, produits par George Lakoff, qui est un linguiste américain, précurseur, enfin disons un des premiers, avec d'autres, à traiter, à développer ce champ des linguistiques cognitives, dont on vous parlera plutôt l'année prochaine en master. Il y a un cours consacré à cela l'année prochaine. Voilà, et les autres notations sont un peu du même genre. Quelques remarques pour terminer. Donc, sur cette comparaison, on a donc deux orientations théoriques différentes. Une orientation théorique qui est beaucoup plus explicitement affirmée chez Bellon et Mignot, une orientation donc structurale chez Touratier et cognitive chez les autres. Une réflexion générale sur le sens au début de l'ouvrage, mais évidemment, aucun des auteurs ne prend en compte cette hétérogénéité du concept de sens selon les unités linguistiques. C'est ce qu'on a vu depuis le début de l'année, la différence le fait que la notion de sens change complètement de signification selon qu'on parle du sens des mots grammaticaux, des mots lexicaux, des phrases ou des textes. Il n'y a pas grand-chose sur la sémantique grammaticale. Un tout petit peu chez Touratier quand il parle de la sémantique dans le groupe nominal et dans le groupe verbal, mais très peu de choses sur la sémantique grammaticale. Vous voyez, donc on reste plutôt sur la sémantique lexicale et secondairement dans la sémantique de la phrase ou du texte.
Et puis les points communs, description des relations de signification, et puis la lexicologie, la question du dictionnaire, là aussi est très souvent mentionnée. Donc on remarque un privilège de l'analyse sémantique prise au niveau du mot, et puis je l'ai mentionné également, la prise en compte de la différence entre phrase et énoncé, donc la dimension énonciative du sens. Et comme je vous le disais tout à l'heure, chez certains auteurs, en raison de cette distinction entre le plan sémantique et le plan pragmatique, ou le plan de la phrase et le plan de l'énoncé, on utilise deux mots différents. Par exemple, chez Ducrot, Oswald Ducrot, vous vous souvenez Ducrot, j'ai mis en ligne une vidéo où il présente la sémantique selon son point de vue. C'était au premier cours. Donc lui utilise le terme de sens pour parler du plan de la phrase. Il utilise le terme de signification pour parler du sens au plan purement sémantique de la phrase, et il utilise le terme de sens lorsque il envisage l'énoncé, c'est-à-dire la phrase prise dans son contexte. Donc on dira dans cette perspective qu'une phrase a une signification mais n'a pas de sens. Et un énoncé, lui, il a un sens qui est basé sur la signification de la phrase, mais il a un sens. Alors, le problème, c'est que c'est comme ça chez Ducrot, mais chez d'autres auteurs, c'est l'inverse. Donc il n'y a aucune stabilité de cette distinction entre sens et signification chez les linguistes français. Donc c'est très difficile, il faut à chaque fois bien vérifier comment l'auteur utilise ces mots. Donc pour certains auteurs, il n'y a pas de différence sens-signification, on utilise les deux termes indifféremment. Pour d'autres, sens renvoie à la dimension énonciative et signification à la dimension purement phrastique. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Donc la situation est encore une fois assez confuse. Disons. Il n'y a pas de stabilisation de ces termes. En revanche, ces deux termes s'opposent bien à référence. Ça, c'est clair. Sens signification, ça s'oppose bien à référence, qui est là le sens, la notion de référence au sens donc de Frege et de Deutung, c'est-à-dire l'objet du monde auquel renvoie le mot. Alors, on va passer maintenant à un troisième manuel qui est le manuel de Corbelin, complètement différent, alors intitulé Cours de sémantique introduction, qui date de 2013, qui est un petit peu plus court que les autres, vous voyez, 190 pages. Et alors, vous voyez, il suffit de regarder la table des matières pour constater immédiatement qu'on a affaire à une toute autre sémantique. Vous remarquez qu'à chaque fois, ce sont des manuels qui vous sont destinés. Ce sont des manuels qui ne sont pas écrits pour le grand public, qui sont uniquement destinés aux étudiants de lettres et de linguistique. Bon. Alors, vous avez un premier chapitre, alors là, notion de base en sémantique, d'accord, là on trouve ça partout, mais ensuite, phrases et propositions, calcul et analyse en proposition, alors cette notion de calcul est totalement absente des ouvrages précédents, analyse propositionnelle et implicature, prédicats et quantificateurs, logique des prédicats, calcul et analyse, groupes nominaux et logique des prédicats, les limites de la logique des prédicats, déterminants linguistiques et quantifieurs généralisés, sémantique du discours. Bon, vous avez évidemment un plan de l'ouvrage qui est radicalement différent des autres. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est Francis Corbelin, qui était d'ailleurs professeur ici et qui a pris sa retraite il y a quelques années, adopte une conception vraiment
logique, logiciste, si l'on veut, de la sémantique, une conception frégéenne, centrée sur la sémantique qu'on appelle formelle, et donc surtout sur la sémantique grammaticale. C'est pour cette raison qu'on parle de prédicat, de quantificateur, etc. Plus que de dictionnaire, d'homonymie, polysémie, etc. Ces termes-là n'apparaissent même pas dans la table des matières. Donc imaginez un étudiant qui n'y connaît absolument rien, qui se demande qu'est-ce que c'est la sémantique au juste, et qui va prendre chez Gibert ce livre-là et se dire c'est ça la sémantique, il aura une vision complètement partielle de la discipline. Alors, voici un extrait de l'ouvrage de Corbelin qui évidemment, justifie pleinement son point de vue. Vous voyez, la signification, ce ne sont pas des mots. Alors évidemment, on ne va pas du tout avoir là un privilège du mot. La signification, ce ne sont pas des mots, la signification, ce sont donc des choses, ou plus exactement, un rapport régulier aux choses. Donc vous retrouvez la notion frégéenne de Bedeutung, de référence. Et puis cette citation que j'ai déjà donnée, je crois, connaître la signification d'une phrase, donc vous voyez que c'est quand même la phrase qui est l'objet principal de l'analyse. C'est la phrase, c'est pas le mot. On s'intéresse à la phrase. Bon. Et qu'est-ce que c'est que la signification d'une phrase ? Qu'est-ce que c'est que connaître la signification d'une phrase ? Eh bien, c'est savoir comment est le monde pour celui qui tient la phrase pour vraie. J'avais déjà développé cette notion, non ? Je ne me souviens plus si j'ai déjà commenté cette idée. Bon, on peut continuer à lire ce petit passage-là, qui est à la page 22 du manuel de Corbelin. Les mots et les phrases ont une signification qu'il est légitime de se présenter comme une fonction. Alors une fonction vraiment au sens mathématique, f de x. Fonction d'interprétation qui a pour argument la signification des mots composants et la syntaxe. Elle ne varie pas d'un usage à l'autre, elle est la même pour tous les locuteurs. La signification, ce ne sont pas des mots mais des choses, reliées aux mots et aux phrases par un rapport de correspondance. Mots et phrases renvoient, en vertu d'une convention, toujours au même type de choses. Nous admettons que des exemplaires de ces choses ont été utilisés antérieurement pour identifier ces types de choses. Ces propositions permettent de comprendre pourquoi connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment est le monde pour qui la tient pour vraie, qui est une phrase de Frege. La sémantique est la partie de la linguistique qui prend la signification des mots et expressions comme objet d'étude. Bon, alors, reprenons ces notions. Qu'est-ce que ça signifie ? Nous admettons que des exemplaires de ces choses ont été utilisés antérieurement pour identifier ces types de choses. On peut l'expliquer tout simplement par l'expérience, disons, un peu idéalisée de l'apprentissage du sens d'un mot. On va montrer à un enfant une chaise et on va lui dire ça c'est une chaise. Donc, on va établir cette convention en disant cet objet-là, je l'appelle chaise. C'est ça, cette convention de départ. C'est une relation avec laquelle, a priori, tout le monde est d'accord. Remarquez que il y a quand même une difficulté supplémentaire, c'est qu'il faut que l'enfant réussisse à attacher le mot chaise, non pas à une chaise particulière, mais à n'importe quel type de chaise. Donc ça suppose qu'il ait un mécanisme de catégorisation pour dire que, je sais pas, cette toute petite chaise en plastique, qui est complètement différente de cette grosse chaise en bois, je l'appelle par le même nom. Et puis là où les choses vont se compliquer, c'est que
Dans certains cas, ça va s'appeler fauteuil, alors que ça ressemble un peu à une chaise, etc., etc. Donc il y aura besoin de ces actes de baptême, en quelque sorte, des choses, ce sont des actes de baptême des choses, pour utiliser une expression qu'emploient certains philosophes du langage, des actes de baptême qui vont être mémorisés, et donc il va y avoir une convention qui permet de justifier ce que dit ici Corbelin, mots et phrases, bon, tout au moins pour les mots renvoient, en vertu d'une convention, toujours au même type de choses. Le mot chaise renvoie, en vertu d'une convention, toujours au même type de choses. Évidemment, ça suppose qu'on oublie la poésie, qu'on oublie les métaphores, qu'on oublie toutes sortes de choses comme ça. Parce que là, on va avoir des tas de mots qui normalement renvoient à certains types de choses, et là, pas du tout. Par exemple, je ne sais pas, moi, si je dis « ce banquier est un requin », pour prendre un exemple célèbre, pour dire que il est dur en affaires, etc., etc. Bon, le mot requin, dans le point de vue de Corbelin, il renvoie à un animal. Bon. Mais dans la phrase, ce banquier est un requin, puisque j'ai une sorte de métaphore un peu codifiée, stabilisée, je ne peux pas régler simplement ce problème. Ça, c'est une première chose problématique, mais évidemment que d'une certaine façon, on a quand même besoin de cette stabilité. Parce que je ne peux pas interpréter cet homme est un requin si je ne sais pas interpréter au préalable, attention, il y a des requins à cet endroit dans l'océan. Donc il faut d'abord que je sache employer le terme requin au sens propre. Donc c'est vrai que cette convention, elle existe quand même au départ, mais elle ne permet pas de rendre compte de tous les emplois des mots. Bon, mais c'est aussi les phrases. Donc, qu'est-ce que ça signifie que la signification d'une phrase, c'est savoir comment est le monde pour celui qui tient la phrase pour vraie. Bon, reprenons cet exemple élémentaire. Paris est la capitale de la France. Et comparons à, je sais pas moi, Bordeaux est la capitale de la France. Dans un cas, la phrase est vraie, dans l'autre, elle est fausse. Dans le cas de la phrase Bordeaux est la capitale de la France, la phrase est fausse. Dans la phrase Paris est la capitale de la France, la phrase est vraie. Donc, vous voyez d'abord que ces notions de vrai et de faux, qui sont les notions de base de la logique, sont mobilisées au premier plan par cette sémantique frégéenne, logiciste, etc., ce qui est naturel. Bon. C'est une autre façon, vous voyez, complètement différente de la sémantique componentielle, d'essayer de mettre un petit peu de science à l'intérieur de ce truc très compliqué qu'est l'analyse du sens. Les chercheurs essaient toujours de ramener ces objets un peu fuyants, difficiles à appréhender, de leur donner une teneur scientifique, qu'on puisse raisonner, qu'on puisse pas juste dire tout ce qu'on veut et le contraire au sujet de la signification. Bon, donc, l'analyse componentielle s'était inspirée donc de la phonologie pour essayer d'avoir un peu de rigueur dans l'opposition entre les différents mots d'un même champ lexical. Là, on s'appuie sur la logique formelle, pour essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu à une science des significations. Alors évidemment, quand on fait ce genre de choses, on perd au passage certains aspects du sens. On ne s'intéresse qu'à une partie du sens qui est donc définie par ces notions de vrai et de faux. Alors qu'est-ce que ça veut dire que si je sais que Paris est la capitale de la France est vrai, je sais comment le monde doit être pour que la phrase soit vraie. Savoir comment est le monde pour celui qui tient la phrase pour vraie. Alors, pourquoi c'est vrai que Paris est la capitale de la France ? C'est pas tellement... je veux dire, je donne cette phrase surtout pour vous donner un autre exemple après. Mais bon, vous savez, ça signifie que vous savez ce que veut dire une capitale.
Donc c'est la ville administrativement qui a un statut particulier dans les villes, parmi l'ensemble des villes d'un pays, et que la ville qui a ce statut en France est Paris. Bon, ça vous le savez, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement le sens de cette phrase-là, c'est que si on vous parle d'une autre ville que vous ne connaissez pas, d'un pays que vous ne connaissez pas, et si on vous dit la ville Y est la capitale du pays X, mais même si vous ne connaissez pas ni cette ville ni cette capitale, vous savez comment doit être le monde pour que cette phrase puisse être vraie. Vous savez que, d'abord, vous pouvez le vérifier, parce que cette ville, elle doit avoir un statut spécial pour être nommée capitale, etc. Donc, vous pouvez vérifier ça avec une source d'information fiable quelconque. Hein, et ça, vous le pouvez parce que vous avez déjà une sécurité fondée sur la vérité de la phrase, par exemple, Paris est la capitale de la France. Okay ? Donc, il y a bien, dans ces cas-là, une possibilité de calcul du sens à partir de phrases déjà connues, d'énoncés déjà connus, de mots déjà connus. Cela suppose, bien entendu, que soit mis au premier plan la notion de compositionnalité. Bon. Et alors, que dire d'une phrase Paris est la ville la plus agréable du monde, ou la plus belle du monde. Bon. Est-ce que je peux savoir comment doit être le monde pour que cette phrase soit vraie? Est-ce que cette phrase est vraie ou fausse? Comment je peux savoir? Bon, là, on est quand même plus embarrassé, hein, parce que là, ça dépend des points de vue, évidemment. Pour d'autres, ça va être New York, pour d'autres, ça va être, je sais pas, Calcutta. Simplement, ce que je sais, pour quelqu'un qui dira cela, je vais pouvoir très bien interpréter cette phrase, mais pas tout à fait de la même façon que j'interprète Paris est la capitale de la France, qui correspond à une vérité objective. C'est-à-dire, je vais l'interpréter comme un jugement de valeur. Je vais l'interpréter comme un jugement subjectif, c'est-à-dire, je vais interpréter que c'est pas tellement comment doit être le monde, c'est ici il faut intégrer dans le monde l'état d'esprit du locuteur. C'est-à-dire, ce que j'apprends au sujet, ce que j'apprends à partir d'une phrase comme « Paris est la plus belle ville du monde », j'apprends surtout quelque chose de la personne qui dit cela. J'apprends quelque chose de ses goûts, de ses préférences. Mais je n'apprends pas forcément quelque chose sur Paris. Simplement, encore une fois, si on vous parle d'une ville que vous ne connaissez pas et qu'on vous dit la ville X est la plus belle ville du monde, vous savez comment doit être le monde pour que cette phrase soit vraie. C'est que cette ville, elle doit, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, elle est sûrement assez intéressante, etc. Donc, les notions de vrai, de faux sont mobilisées dans ce type d'approche. Là, j'en donne un aperçu évidemment extrêmement limité, simplement pour vous rappeler que il y a une certaine façon de faire de la sémantique qui s'inspire de la logique, qui s'inspire des travaux antérieurs de Gottlob Frege, dont on a déjà parlé, qui met au premier plan les notions de vérité, de référence, et qui donc essaie de réduire les énoncés linguistiques à des formulations logiques, pour qu'on puisse faire des calculs. Et donc, pour faire ce qu'on appelle parfois de la sémantique formelle, parce que là, on va avoir des sortes de formules, donc pour rendre compte du sens des phrases ou des énoncés. Bien, alors, on va faire une petite pause, et puis ensuite, je vous parlerai de quelques handbooks de sémantique, donc des manuels plutôt là de langue anglaise, et qui ont une diffusion internationale. Alors, je reprends donc là où je me suis arrêté tout à l'heure, et je vous présente un premier handbook de sémantique
qui est, alors évidemment, là, d'une dimension tout à fait incomparable avec les 3 manuels français que nous avons examinés, et il n'y a pas d'équivalent français. Vous voyez que c'est un manuel de sémantique, International Handbook of Natural Language Meaning, en 3 volumes qui font chacun environ 1000 pages. Donc, évidemment, l'enjeu n'est pas du tout le même. Je vous mentionne ce texte, enfin cette publication parce que pour que vous sachiez que cela existe. C'est évidemment quelque chose que vous pouvez consulter en bibliothèque, mais si on veut avoir un état des lieux relativement récent, hein, puisque vous voyez les parutions c'est 2011 pour le volume 1, 2012, 2013 pour les volumes 2 et 3, on a là un ouvrage évidemment en anglais qui vous donne un aperçu général sur tous les aspects de la sémantique. Alors, dans le volume 1, si on regarde un petit peu en détail, vous avez une partie plutôt historique, hein, sur les bases, enfin pardon, une partie plutôt théorique fondamentale sur les foundations of semantics, donc sur les bases de la sémantique, hein, avec les notions de signification, intentionnalité, communication, sens et référence, les notions de base sur la question de la référence, le meaning in language use, c'est-à-dire la dimension, disons, pragmatique, et puis la question de la compositionnalité et de la décomposition lexicale. Donc là, vous avez toutes les problématiques de base. Ensuite, un aspect historique, hein, la question de la signification dans le premier 19e siècle, l'émergence de la sémantique, enfin disons avant le 19e siècle, ensuite un chapitre sur l'émergence de la sémantique au 19e ou 20e, l'influence de la logique sur la sémantique, donc ça c'est le manuel de Corbelin dont on vient de parler est un exemple de cela, et puis la sémantique formelle et le représentationnalisme. Ensuite, les méthodes dans la recherche en sémantique, donc sur les différentes sortes de preuves en sémantique, les méthodes dans la sémantique entre différentes langues, hein, cross-linguistic semantics, les méthodes formelles en sémantique, et puis les méthodes expérimentales, hein, qui relèvent donc là plus peut-être dans certains cas de la psycholinguistique. Ensuite, vous avez une partie entièrement consacrée à la sémantique lexicale, une partie sur l'ambiguïté et le vague, hein, qui est assez peu travaillée dans les publications de langue française, mais qui est un sujet assez, disons, classique dans les publications de langue anglaise. Les approches cognitives, hein, disons la sémantique cognitive, la théorie du prototype, la théorie des frames, donc des cadres conceptuels, etc. Et puis la sémantique au niveau de la phrase et du discours. Bon, dans le volume 2, vous voyez que vous retrouvez cette distinction entre la sémantique du groupe nominal, la sémantique du groupe verbal, et puis la sémantique de certains constituants particuliers, des adjectifs, des adverbes, des temps et des modes, de la négation, des types de phrases. Donc là, c'est toute la sémantique appliquée aux différentes unités grammaticales, si vous voulez. Et dans le volume 3, vous avez les interfaces, c'est-à-dire les relations entre sémantique et phonologie, entre sémantique et syntaxe, entre sémantique et pragmatique. Vous avez une partie sur la typologie, hein, la sémantique diachronique, donc les questions d'évolution de sens, la sémantique dans l'apprentissage et en informatique. Voilà, donc là c'est un manuel extrêmement complet qui est vraiment un manuel pour les chercheurs, hein. Là ça n'est plus un manuel d'initiation pour les étudiants, mais c'est quand même une référence qu'il faut connaître pour, disons, surtout si l'on souhaite se renseigner assez rapidement sur un secteur particulier de la sémantique, hein. Alors un autre ouvrage de langue anglaise, mais d'un type différent, puisque vous voyez ici, on est dans un format, alors certes, plus ample que
que le manuel précédent, que le handbook précédent, mais quand même 2 fois plus épais que les manuels français. Et là, disons, ça se rapproche tout de même de l'idée d'initiation à la sémantique. C'est donc le Routledge Handbook of Semantics, qui est dû à Nick Rimmer, qui est donc en Australie, à l'université de Sydney, mais qui a la particularité, et vous le verrez, ça se voit dans le plan, d'être rattaché à un laboratoire français, laboratoire HTL, d'histoire des théories linguistiques. Et il est en particulier spécialiste de sémantique et d'histoire et d'épistémologie des sciences du langage. Alors, voici le contenu de l'ouvrage. Donc, vous avez une introduction avec la définition de la sémantique et puis des problématiques de base. Alors, vous voyez, c'est un livre collectif, bien sûr, hein. La question de l'opposition entre l'externalisme et l'internalisme en sémantique, c'est-à-dire est-ce que les propriétés sémantiques viennent en gros des structurations du monde, externalisme, ou de l'esprit, internalisme. Et puis différentes approches, la sémantique formelle, la sémantique cognitive, la sémantique de corpus. Ensuite, sens et conceptualisation à partir de cette question qui est en rapport avec la sémantique cognitive, catégorie, prototype et exemplaire, la question de l'embodiment, c'est-à-dire de l'incarnation, langage et pensée. Bon, ensuite, vous avez une partie qui aborde les questions pragmatiques sur sens et contexte, une partie sur la sémantique lexicale, classique, hein, où on retrouve, comme dans le manuel précédent, une partie sur la décomposition lexicale, c'est-à-dire préfixe, suffixe, etc. Et puis, une dernière partie, sémantique de phénomènes spécifiques. Et là, il a rangé à la fois la sémantique, disons, de constituants particuliers, donc des constituants nominaux, de la négation, la quantification, de l'aspect lexical et grammatical, du temps, hein, de la modalité, de l'événement, ce qu'on appelle les rôles actentiels, disons, la compositionnalité, la typologie lexicale, donc les types de mots, hein, les classements des mots. Et puis ensuite, vous avez des extensions sur la question de l'acquisition, de la signification, sur les expressifs et sur la sémantique interprétative. Ce qui est très original, alors c'est là où on voit le fait qu'il y ait un chapitre sur la sémantique interprétative de Rastier. Vous vous souvenez, on en a parlé, j'ai commenté avec vous une citation de Rastier qui portait sur la sémantique du texte, hein, l'approche sémantique des textes. C'est évidemment parce que Rimmer a une connaissance de la recherche linguistique en France que Rastier apparaît ici. Hein. Évidemment, cette notion de sémantique interprétative est totalement absente de l'ouvrage de 3000 pages. Alors, un dernier exemple qui est cette fois-ci un manuel de langue anglaise à nouveau, mais qui est dans une perspective similaire à celle de Corbelin, donc Formal Semantics, donc sémantique formelle, et vous retrouvez, voyez, des sous-parties, hein, ou des parties qui sont proches des sujets qu'abordait Corbelin dans son manuel, théorie de la référence, de la quantification. Chez Corbelin, il n'y avait pas grand-chose sur les aspects temporels, mais c'est aussi un sujet privilégié de la sémantique formelle. En fait, vous voyez, selon l'approche que vous adoptez de la sémantique, vous allez privilégier certains types d'objets à analyser. Alors, ce qu'on peut remarquer pour conclure, c'est simplement que
cette question qui nous a préoccupés depuis le début du cours de l'hétérogénéité du sens linguistique, du fait que le sens, la teneur de la notion de sens varie selon les unités auxquelles on l'applique, eh bien, elle est totalement, enfin, elle n'apparaît pas dans tous ces manuels. Hein, elle n'apparaît pas, elle est occultée à la faveur de pratiques académiques, donc des habitudes académiques qui distinguent des plans d'analyse, le mot, la phrase, etc., qu'on ne confronte pas vraiment entre eux. Les distinctions qu'on retrouve le plus souvent reposent sur la distinction entre sémantique et pragmatique, entre sémantique grammaticale, sémantique lexicale éventuellement. Mais jamais on ne va vous dire que le mot sémantique a changé de sens entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale. On remarque malgré tout partout un privilège du mot, alors sauf peut-être dans les manuels d'orientation formelle, formaliste, sémantique logique, où là c'est plutôt la phrase qui va être privilégiée. Et puis, eh bien, on ne voit toujours pas l'unité du sens entre les différents niveaux de la phrase, du texte, etc. etc. Donc, on pourrait évidemment analyser chacun de ces manuels d'une manière beaucoup plus approfondie, mais mon objectif n'est pas juste de vous donner un aperçu assez rapide de ce qu'on trouve, et surtout de vous mettre en garde sur le fait que les manuels de sémantique, c'est pour cette raison d'ailleurs que je ne vous donne pas de bibliographie pour ce cours, parce que il n'y a pas de bibliographie qui corresponde vraiment au contenu de ce que je vous explique. Il y a toutes sortes de livres différents qui vont aborder chacun la question sous un angle particulier. Hein. Donc, vous pouvez considérer que tous ces ouvrages dont je viens de vous parler, y compris Bréal, y compris le livre de Tamba, de Irène Tamba sur la sémantique, font partie de la bibliographie de ce cours. Hein. Mais vous voyez qu'à chaque fois, pour chacun de ces manuels, vous allez avoir une orientation particulière. Une orientation pas toujours explicite. Alors, une façon de synthétiser tout cela est de distinguer 3 niveaux d'analyse du sens. Alors, ces 3 niveaux, ils vont être les suivants, mais on en a déjà un peu parlé, mais simplement je vais synthétiser cela d'une manière plus précise. Il y a d'abord le plan de la sémantique logique, qui va s'intéresser surtout au rapport entre langage et réalité. D'où la phrase qu'on a commentée tout à l'heure de Corbelin, connaître la signification d'une phrase, c'est savoir comment elle monte pour celui qui tient la phrase pour vraie. Donc là, c'est le rapport langage-réalité qui est au premier plan. Dans le cas de la sémantique cognitive, hein, dont on a vu que Bellon et Mignot dont on a vu que qu'elle était privilégiée dans le manuel de Bellon et Mignot, vous avez cette fois-ci une prise en charge des rapports non plus entre langage et réalité, mais entre langage et esprit. Donc, la perspective est plutôt ontologique, c'est-à-dire repose sur une certaine description du monde dans le premier cas, et plutôt cognitive dans le second. Et enfin, un dernier point de vue, qui est celui de la sémantique linguistique, où là, on va s'intéresser, un peu comme dans la situation de la sémantique structurale, hein, dont je vous ai dit qu'elle était fondée sur la théorie saussurienne de la valeur, on va s'intéresser au rapport interne entre les signes. Donc, là, on n'a plus une relation entre le langage et autre chose. On exclut, en quelque sorte, ces 2 dimensions que sont l'esprit et la réalité pour se concentrer sur les oppositions internes, sur les structurations internes à une langue. Alors,
voyons cela un peu plus en détail à partir d'un article de Rastier, dont vous pourrez lire l'intégralité à partir de ce lien. Alors lui distingue 4 types d'approches, mais on verra qu'on peut regrouper la sémantique psychologique et la sémantique cognitive, et on retrouvera donc les 3 grandes approches que je viens de mentionner. Alors, voici d'abord ce qu'il dit de la sémantique logique. Je cite ce passage. La sémantique logique a une longue tradition puisqu'elle a détenu la question du sens linguistique jusqu'au milieu du XIXe siècle. Elle s'attache à juger de la vérité des énoncés et des conditions auxquelles le langage peut dire le vrai. C'est pourquoi on l'appelle souvent sémantique vériconditionnelle. Sémantique des conditions de vérité. Elle s'est considérablement modifiée avec la formalisation de la logique, et on la nomme aussi à bon droit sémantique formelle. Elle définit la signification comme une relation entre un symbole et l'objet qu'il dénote dans le monde de ce qui est, dans un monde possible ou dans un monde contrefactuel. Alors ça, évidemment, ça fait référence à la sémantique du possible, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais bon, peu importe. Elle prend part à la division entre syntaxe sémantique et pragmatique, telle que l'ont formulé Maurice et Carnap. Elle applique aux langues des principes de description, les principes de description de la sémantique des langages logiques, comme le principe de compositionnalité. Alors, il ajoute la chose suivante: la sémantique logique a bénéficié de l'effort du positivisme logique, donc qui est un moment de l'histoire de la philosophie ou de la philosophie des sciences, et souffre à présent de son discrédit. L'idée, je ne peux pas développer cette notion de positivisme logique, mais disons que il y a eu un moment dans l'histoire des idées où cette question où vous savez, avec des auteurs comme au premier plan, comme Bertrand Russell, ça vous dit quelque chose peut-être, ou d'autres. Donc c'est un moment de l'histoire des idées qui se caractérise, disons, par une critique de la métaphysique. L'idée étant que il fallait en quelque sorte tenter de rendre plus rigoureux le langage philosophique pour éviter, des énoncés totalement inappréhendables en termes de vrai et de faux. Donc, mais ça vient de la philosophie, ça, d'une exigence qui est apparue à un moment donné, visant à exclure de la réflexion philosophique tout énoncé qui ne puisse pas être appréhendé sous l'angle du vrai ou du faux. Bon, c'est une façon un peu simpliste de résumer le positivisme logique, mais évidemment, cette position où on accorde de l'importance à l'opposition entre le vrai et le faux a été elle-même critiquée à un moment donné, notamment sous l'influence des pensées de type nietzschéen, où vous trouvez ça aussi, peut-être que vous êtes plus familier dans les travaux de Foucault, si on veut, c'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à dire que la vérité est une construction discursive et qu'il n'y a pas vraiment de vrai et de faux. Je veux dire, ce sont un certain nombre de... C'est à l'intérieur d'une sorte de conflictualité sociale que un groupe va définir le vrai d'une certaine manière. Donc il y a une sorte de rapport qui est établi entre le pouvoir et la vérité. Bon, qui a pu amener à des excès du type, les énoncés scientifiques sont eux-mêmes totalement relatifs. C'est ce qu'on appelle le relativisme. D'accord ? Le relativisme
généralisé et rendu complètement dément, c'est la situation actuelle dans laquelle nous sommes, où il n'y a plus aucune possibilité, enfin ça devient de plus en plus difficile de faire la différence entre les énoncés qui circulent dans le monde, entre les énoncés vrais et faux. Hein. C'est toute la problématique des fake news, etc. Voilà, on est arrivé. Bon, mais Rastier a raison de dire ici que cet essor du positivisme logique, qui a eu lieu à un moment donné, a bénéficié à la sémantique formelle, mais qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, il reste que son intérêt philosophique est grand, puisque la question de la vérité est un des thèmes majeurs de la métaphysique occidentale, même si aujourd'hui c'est un peu problématique. En revanche, sa capacité descriptive reste faible et contraste avec la complexité des formalisations qu'elle emploie. Alors ça, oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Le problème de la sémantique formelle, c'est qu'elle formalise avec beaucoup de technicité. J'aurais pu vous le montrer, mais je n'ai pas vraiment le temps. Mais pour des choses extrêmement simples, on a besoin de formalisme très compliqué. Bon, et inversement, la sémantique formelle va s'intéresser à des énoncés, uniquement à des énoncés extrêmement ordinaires, mais là, tout ce qui est texte littéraire, poétique, etc., est complètement hors de sa portée. Donc il y a des limites. C'est intéressant, c'est important cette approche. Elle est ciblée sur des structures élémentaires du langage. Donc elle a des limites. Alors ensuite, la sémantique psychologique. Je cite ce deuxième passage. Elle définit la signification comme le rapport entre des signes et des représentations ou opérations mentales. Elle s'est développée depuis la fin du XIXe. On lui doit des théories des réseaux sémantiques, de la compréhension des textes et des modèles que requiert cette compréhension. La théorie qui a eu le plus d'influence en linguistique, notamment en linguistique cognitive, est la théorie de la typicalité développée par Roche et ses collaborateurs. La théorie de la typicalité, c'est la fameuse sémantique du prototype, hein, que je vous présenterai un peu plus tard à un autre cours en détail. Donc là, il y a une théorie sémantique qui a été développée et qui donc met en jeu des protocoles qui sont comparables à ceux qui sont utilisés par les psychologues. Il distingue, mais moi je pense qu'on peut les regrouper, la sémantique psychologique de la sémantique cognitive. Tout en reconnaissant qu'elle définit aussi la signification comme une représentation mentale. Alors, la distinction que fait Rastier repose sur le fait que la sémantique cognitive ne définit pas d'objectifs ni de protocoles expérimentaux, ce qui n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui. Hein. Il y a quand même des protocoles expérimentaux au sein de la linguistique cognitive, donc on n'a pas vraiment de raison de distinguer la sémantique psychologique de la sémantique cognitive. Dans tous les cas, c'est bien la question de la représentation mentale qui est en jeu. Et il cite Langacker, hein, qui est l'un des, avec Lakoff par exemple, l'un des linguistes qui a développé, très connu pour avoir développé ce type d'analyse. La sémantique linguistique doit alors entreprendre l'analyse structurale et la description explicite des entités abstraites comme les pensées et les concepts. Alors, la critique sur cette approche de Rastier est la suivante. Je cite à nouveau, cela a conduit la sémantique cognitive dans deux voies complémentaires qui, à nos yeux, sont deux impasses. La description de l'expérience mentale, Langacker, à nouveau, est cité, je crois que l'expérience mentale est réelle, qu'elle est susceptible d'une recherche empirique et d'une description réglée, qu'elle constitue l'objet naturel de la sémantique. Donc vous voyez que là, l'objet de la sémantique cognitive, ça n'est pas tant de décrire le sens dans les langues, hein, que de décrire
les processus cognitifs de l'être humain. On se sert des langues pour comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. Et le but est de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, pas seulement de décrire les langues. Alors, c'est souvent pour cette raison que les linguistes ont des réserves sur ce type d'approche. Puisque dans la tradition européenne, la linguistique se caractérise par le fait qu'elle décrit les langues pour elle-même, sans s'intéresser forcément à autre chose. La linguistique cognitive, elle, assume le fait qu'elle analyse les langues pour comprendre l'esprit humain. Ce qui, au fond, est un objectif quand même qui a une certaine noblesse. Et donc, voilà, d'ailleurs, la raison pour laquelle Rastier se distingue, enfin disons, ne s'inscrit pas dans ce type d'approche, c'est précisément celle-là. Ces postulats ne nous retiendront pas car nous nous préoccupons de la spécificité des langues et des textes. Là, en l'occurrence, effectivement, dans la linguistique cognitive, on ne s'intéresse pas à la spécificité des langues et des textes, mais donc uniquement à l'esprit humain. Et enfin, donc, la sémantique linguistique, qui est donc la sémantique différentielle, dérivée de la théorie saussurienne de la valeur, elle définit la signification, je cite à nouveau, comme un rapport linguistique entre des signes, et notamment entre des signifiés. Donc vous voyez, on retrouve cette idée de système d'opposition entre les signes ou entre les signifiés, comme cela a été illustré un peu d'une manière très élémentaire par l'exemple de l'analyse des sièges en termes d'analyse componentielle. Et donc dernière citation de Rastier qui montre que les différentes approches sont complémentaires finalement et ont chacune des objets privilégiés. En informatique et en intelligence artificielle, c'est la sémantique formelle qui est la mieux connue et la plus utilisée. Dans les recherches cognitives, la sémantique psychologique constitue la référence dominante. La sémantique différentielle reste en revanche peu connue dans ces domaines. Mais elle se caractérise, et là Rastier le rappelle, la sémantique différentielle, donc qui est vraiment une sémantique purement linguistique, n'exige pas le recours ni à la psychologie, ni à une ontologie. Donc vous voyez, on a bien ces deux, il y a les langues, le monde, l'esprit. Et les possibilités dans l'analyse sémantique sont soit on s'intéresse aux relations entre la langue, le monde, soit entre les langues, l'esprit, soit les langues pour elles-mêmes, sans considération ni de l'esprit ni du monde. Donc, ça nous donne trois perspectives pour l'analyse du sens, qui rassemble, disons, les grandes écoles de sémantique, avec la question de la référence, du sens exprimé et du sens, disons, communiqué. Voilà, alors j'en ai terminé avec ces parties un peu générales. À partir de la semaine prochaine, donc on commencera à travailler sur la sémantique lexicale, et puis je développerai ensuite la sémantique grammaticale, les aspects de la sémantique grammaticale, et ça m'étonnerait les années précédentes, je n'ai pas tellement eu le temps d'aller plus loin, donc on laissera de côté la sémantique du texte, de la phrase ou du discours. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine.